Alors bonsoir, merci de vous joindre à nous à l'échiquier international. L'échiquier international qui ce soir a décidé de parler de cette visite du criminel Ben Gvir qui certainement a pris une insolation depuis quelque temps, depuis qu'il a été surtout renvoyé par des aérodromes internationaux, 3 jours ou si vous voulez pour faire le tour de la question. Ben Gvir a fait sa visite ou encore va dans la provocation la plus abjecte devenu pour cet homme qui devrait être en principe face à un tribunal tant il a les mains tachées de sang des Palestiniens. Dernière sortie en date, celle de la visite tout récemment dans la cellule des geôles israéliennes, la cellule de Marwan al-Barghouti, le militant palestinien, où le Ben Gvir criminel a tenu des propos très menaçants vis-à-vis ou à l'encontre de Marwan al-Barghouti. Alors c'est la première fois dans l'histoire de cette entité que les bourreaux ont peur de leurs victimes, même si celles-ci sont derrière les barreaux. Tout de suite les développements. Merci de vous joindre à nous. Alors, pour en parler ce soir avec nous, François Leroux, président de la plateforme Palestine. Monsieur François Leroux, merci d'être avec nous. Bonjour. On devrait peut-être se poser des questions. Merci à vous. On devrait peut-être se poser des questions aujourd'hui, vu que l'actualité internationale est en effervescence et ce qui se passe aujourd'hui à Gaza est plus que grave. Ce qui se passe en Cisjordanie est encore plus grave, surtout avec les provocations de Ben Gvir qui ne s'est pas contenté hier d'aller sur l'esplanade en provocation et de faire des prières et en menaçant les Palestiniens qui seront tous tués s'ils veulent s'en prendre à Israël. Comble de l'ironie. Aujourd'hui, il a fait une visite dans les prisons israéliennes, dans les prisons de l'entité sioniste, où on a appelé ça une visite surprise. Alors, ironie du sort, vous voyez-vous, une visite surprise que ferait Ben Gvir à la cellule, parce que Marwan al-Barghouti est en isolement. Comment faut-il lire justement ces images? Mais juste avant, je vous propose, Monsieur François Leroux, de voir ensemble justement comment s'est déroulée cette fameuse visite, entre guillemets. Si on peut avoir donc la visite du criminel Ben Gvir, voilà, on le constate là, que le prisonnier en question, Marwan al-Barghouti, qui est vraiment méconnaissable, il est juste en face avec son petit pull blanc, et que là, il y a quand même une petite lettre. Je voulais juste lire ce qui était dit par Ben Gvir. Alors, que dit Ben Gvir? Il lui dit « Vous ne nous vaincrez pas. Quiconque porte atteinte au peuple d'Israël, qui tue des enfants, qui tue des femmes, nous l'anéantirons. Sachez-le tout au long de l'histoire. » Voilà, ce sont les propos du criminel Ben Gvir qui vient menacer un prisonnier fragile dans sa cellule et que juste à côté, il y a une petite lettre qui a été écrite par Fadwa Barghouti qui lui dit, je tiens absolument à lire quand même cette lettre, même dans la cellule, on continue de le poursuivre et de le traquer, de le persécuter. Avec des mains ligotées, cet occupant continue à te poursuivre et à te traquer. Ils te savent libre dans ta tête et que rien ne peut t'atteindre ni te toucher, car ils savent que tu es en nous, avec nous, et que l'on sait que tu es une montagne qu'aucun vent ne pourrait t'anéantir. Jebel Meyhez Zakarih. Monsieur François Leroux, que doit-on penser de ces images aujourd'hui et de cette visite? C'est complètement abject. Je veux dire, c'est un message politique très clair de ce dirigeant suprémaciste messianique qui veut écraser Gaza et qui veut écraser aussi les dirigeants palestiniens. Marwan Barghouti, qui est en prison depuis 2002, avait déjà été transféré dans une prison depuis le 7 octobre 2023. Il avait été maltraité, il a beaucoup maigri, vous voyez, on voit qu'il est très affaibli. Là, il est acculé dans le coin de sa cellule. Il a essayé de répondre, il n'a pas pu. Et donc, c'est grave. Et il faut que nous, en France, nos dirigeants, les dirigeants de l'Union européenne, réagissent à cette volonté d'écraser les dirigeants palestiniens. Marwan Barghouti est considéré comme le Mandela palestinien
c'est un des leaders qui peut prendre la suite dans une perspective politique. Il fait consensus au niveau de la société palestinienne et notamment au niveau des prisonniers de toute tendance. Donc, on attend les réactions. Mais ce Ben-Gvir est très dangereux, comme vous savez. Hein. Je veux dire, c'est lui qui a décidé d'armer encore plus de colons. Il a depuis 2023, il a armé 165 000 colons supplémentaires avec des armes. Et il y a les colons se déchaînent totalement en Cisjordanie. Nous avons des témoignages tous les jours. Donc, d'une part, il y a des colonies nouvelles qui ont été créées en mai, 22 colonies. Il y a 3000 logements qui viennent d'être annoncés dans la zone. Le plan de Smotrich. Voilà, par son collègue qui est du même acabit. Deux versions de la même pièce. De Malé Adoumim, et qui, si ces colonies sont créées, ça coupe totalement la Cisjordanie en deux. Ça met totalement en péril, évidemment, la solution à deux États, qui est mise en avant par la France et l'Union européenne. Donc, s'ils veulent faire quelque chose pour cette solution à deux États, ils doivent réagir à la fois contre la colonisation et à la fois contre cette maltraitance extrême de ce leader palestinien. Oui, alors on le voit, il tient des propos très menaçants, très, je dirais, insolents. On est vraiment dans l'extrême de tout, dans l'exagération de tout. Comment faut-il interpréter des images pareilles lorsqu'on va vers un prisonnier ou un détenu qui quand même a fait 20 ans et qui en plus est en isolement pour lui dire que nous vous anéantirons si vous touchez? Est-ce que Marwan Barghouti, même derrière les barreaux, fait vraiment peur à l'entité sioniste, d'autant plus que maintenant, finalement, on se dit que sa sécurité, finalement, est menacée. Oui, tout à fait, elle est menacée. Alors, en même temps, on peut l'analyser de deux façons. Je veux dire, à travers Marwan Barghouti, il lance un message à toute la population palestinienne et aux dirigeants palestiniens voilà, attention, nous sommes en capacité, nous voulons vous écraser, hein, c'est ça, et nous le faisons à Gaza. Parce qu'en plus, Ben-Gvir, c'est lui qui a diffusé cette vidéo. Donc, on ne sait pas de quand elle date. Hein, c'est peut-être il y a plusieurs jours, plusieurs semaines. Tout à fait. Mais c'est lui qui assume totalement la diffusion de ce message. Bon. Parce qu'il se sert puni. Ben oui. Et d'un autre côté, on peut dire, tiens, il essaie d'humilier Marwan Barghouti. C'est parce que il a peur de la réaction, enfin de la résistance aussi des Palestiniens et du mouvement qui se développe un peu partout dans le monde, de dénonciation du génocide, de dénonciation du nettoyage ethnique, et donc il veut l'humilier, l'affaiblir, mais bon, on sait que Marwan Barghouti est très solide et qu'il va continuer la lutte. Est-ce que c'est un message, oui, est-ce que vous voyez dans ces images qui ont été publiées de manière volontaire et préméditée, parce que finalement un message aussi pour démoraliser les troupes à Gaza, étant donné que Marwan n'est pas n'importe qui. Marwan, c'est également le symbole de toute l'unité palestinienne, c'est une icône. Hein. Marwan n'est pas juste un détenu. Oui, tout à fait, c'est le message politique à travers cette vidéo. Donc, le reste de l'échiquier politique israélien, je n'ai pas connu les gens qu'on présente comme centristes, etc. Je n'ai pas entendu de réaction, il va peut-être y en avoir. La France a réagi sur plein d'autres sujets internationaux. Vous parliez de l'Ukraine tout à l'heure. Et là, le Quai d'Orsay, où le président Macron n'a toujours pas réagi. Alors que c'est un candidat, Marwan est un candidat possible pour une future direction de l'État de Palestine. Y aurait-il quelque chose qui aurait fuité et qui donc, peut-être nous, on ne le sait pas pour l'instant, mais que certains le savent et que ces images sont venues en réponse, surtout que les derniers temps, on a entendu beaucoup parler de la reconnaissance de l'État de Palestine, mais que ce ne serait ni Hamas ni l'autorité palestinienne, par exemple, à titre d'exemple, je dis, qui serait ou qui porterait le gouvernail.
Oui, alors, revenons Oui, 2 secondes sur cette reconnaissance allez-y. qui est donc proposée par la France pour septembre, comme s'il fallait attendre, et puis avec d'autres pays qu'elle essaie d'entraîner. Bon, ce n'est pas encore fait, et surtout, cette reconnaissance est conditionnelle, donc en fait pour un État de Palestine non souverain, hein, avec 750 000 colons actuellement. Donc, dans les derniers États qui ont été reconnus par la France, aucune condition n'a été demandée à ces États reconnus, que ce soit le Kosovo, la Bosnie ou le Soudan du Sud pour les derniers États reconnus par la France. Et ces États reconnus par la France ont été reconnus dès le lendemain de leur proclamation. Alors, comme vous le savez, l'État de Palestine a été proclamé en 1988 à Alger, donc il y a 37 ans, que la France et l'Union européenne, depuis 1999, indiquaient qu'ils allaient reconnaître l'État de Palestine le moment venu. Donc ça fait plus de 25 ans. Donc c'est une manœuvre, selon moi, selon nous, je veux dire, ça permet, en faisant miroiter cette reconnaissance d'État de Palestine, de repousser les sanctions de la France, de l'Union européenne, qui seules pourront faire fléchir Israël, qui seules pourront arrêter le génocide en cours, puisque vous savez qu'il y a des échanges économiques très importants entre l'Union européenne et Israël, à peu près un tiers. Et donc, l'économie israélienne ne résisterait pas à un blocage, une sanction économique forte, comme celle qu'il y a eu contre la Russie, mais même un dixième des sanctions appliquées à la Russie qui seraient appliquées à Israël, ça suffirait. Oui, ça serait venu à bout et dissuader beaucoup de criminels comme Smotrich et Ben Gvir. Voilà. Et puis, il y a une autre mesure qu'a proposée le président Macron le 11 août, c'est de créer une force internationale de protection. Alors, le terme exact est à proposer une mission de stabilisation sous mandat de l'ONU. Là aussi... Ça veut dire quoi en termes plus clairs pour ceux qui nous écoutent? Une mission de stabilisation? Nous, si vous voulez, nous, en tant que plateforme des ONG pour la Palestine en France et les associations de solidarité, mais il y a aussi des partis, etc., on demande une protection urgente pour le peuple palestinien, particulièrement à Gaza, l'arrivée de l'aide humanitaire, sanitaire, ouverture des corridors et des... Voilà. Donc, effectivement, le terme de protection, on est plutôt pour. Oui. Mais derrière, il sait très bien, le Quai d'Orsay sait, le président Macron aussi, qu'il y aura forcément un veto des États-Unis si ça passe devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, c'est une façon de repousser les sanctions. Oui. Et voilà. Donc, finalement, on est en train d'offrir, de manière assez malicieuse, je dirais pernicieuse, on est en train d'offrir une porte de sortie à l'antité-sioniste en disant qu'on va reconnaître, mais finalement, ce qui est montré et ce qui se cache derrière n'est pas la même chose, parce que ce qui se cache, c'est encore une fois la protection de l'antité-sioniste pour que celle-ci et ses dirigeants criminels échappent justement au compte, au rendement de compte. Tout à fait. Ben, l'impunité pousse au crime. Hein. Déjà avant octobre 2023, on demandait des sanctions pour arrêter le processus de colonisation, le blocus de Gaza, etc. Donc, cette impunité est gravissime. Et en plus, vous savez qu'il y a eu donc, des recommandations de la CIJ à plusieurs reprises demandant à Israël d'arrêter ce génocide en cours. Et il y a eu un vote de l'Assemblée générale de l'ONU le 18 septembre 2024, l'année dernière, voté par la France et 124 autres pays, qui imposait à Israël, évidemment, d'arrêter la politique qu'elle fait, et qui demandait aux États, tous les États tiers, tous les États qui ont voté, dont la France, d'appliquer des sanctions. C'est très précisément décrit dans ce vote de l'ONU qui s'appuie sur les avis de la CIJ de juillet, du 19 juillet 2024 et des arrêts précédents. Et la France n'a toujours pas commencé la moindre mesure qui est imposée dans ce
dans ce vote de l'ONU. Donc finalement, on y arrive. oui. L'anniversaire, au bout d'un an, c'est dans un mois, hein, Oui. presque un mois. Tout à fait. Donc finalement, devant l'effet d'annonce de Macron qui a été suivi par d'autres effets d'annonce également de pays européens, beaucoup se sont réjouis en se disant, voilà, même si réellement sur le terrain ça ne change pas grand-chose, mais il y a quand même une reconnaissance de l'État de Palestine, même si cela ne change rien au statut des Palestiniens ni à leur vécu. Finalement, ça s'est avéré comme étant un subterfuge pour cacher le pire, c'est-à-dire comme l'histoire de l'iceberg qui cache donc le plus gros sous les fonds marins quelque part. Oui, mais oui. Et encore une fois, c'est pour repousser les sanctions. Il n'y aura que les sanctions politiques, diplomatiques, pour épargner Israël. Scientifiques. Vous avez des accords énormes, le plan Horizon Europe, dans lequel Israël est, alors que ce n'est pas d'une part un pays européen, que c'est quand même une puissance occupante, colonisatrice, annexionniste, génocidaire. Et Israël profite de ce fonds européen pour subventionner son high-tech qui surveille les Palestiniens et qui les bombarde et qui les écrase. Donc c'est totalement anormal. Donc évidemment, on demande le gel de l'accord d'association et de ce plan Horizon Europe. On demande, quand même, la France, l'Europe n'a toujours pas interdit la vente dans l'Union européenne des produits venant des colonies israéliennes. Tout à fait. Sur la tête. Alors, il y a des pays qui sont en train de faire des démarches de façon individuelle, donc la France pourrait le faire, comme l'Irlande, l'Espagne aussi, qui a reconnu l'État de Palestine, a une politique beaucoup plus volontariste pour vraiment geler l'accord d'association. La France, ils disent oui, mais il y a un grand flou. Et puis, il y a d'autres pays, la Slovénie, qui viennent d'interdire aussi les deux ministres suscités, là, Ben-Gvir et Smotrich. Ben-Gvir et Smotrich, oui. Alors, est-ce qu'on pourrait quand même se poser comme question, Monsieur François Leroux, c'est pourquoi avoir choisi ce temps où on sait très bien que rien ne va, qu'il y a une grande effervescence sur le terrain avec ce qui se passe en Cisjordanie et ce qui se passe dans les colonies, la construction et les plans d'annonce d'occupation, avec ce qui se passe à Gaza, lorsqu'on est en train de resserrer l'étau et bien entendu de refuser l'accès ou l'acheminement de l'aide. Ben-Gvir qui vient publier des photos où il est en train d'envoyer une image qui pourrait être démoraliser les troupes en montrant un Marwan Barghouti affaibli. Finalement, c'est ça la question qu'on se pose. Pourquoi avoir choisi ce timing ? Pourquoi avoir montré Marwan Barghouti alors qu'on se rappelle, rappelez-vous, Monsieur François Leroux, lorsqu'il y avait l'échange des prisonniers contre les otages, le nom de Barghouti était cité, mais qu'il a disparu juste après. Tout à fait. Son nom a été cité à plusieurs reprises, hein, déjà en 2006, pour être échangé avec le soldat Shalit, là, qui était prisonnier à Gaza. Si vous voulez, dans le message qu'a diffusé Ben-Gvir, hein, où il dit cette terre est à nous, voilà, c'est le grand Israël. Bon, mais derrière Ben-Gvir, les deux ministres extrémistes qui ont été cités, le Likoud, il y a tout un courant majoritaire en Israël qui veut annexer la Cisjordanie. Et aujourd'hui, je rappelle, l'urgence, c'est d'arrêter le génocide. Il y a des actes monstrueux, il y a du terrorisme d'État qui se produit, notamment à Gaza. Hein, il y a eu 1760 personnes tuées en allant chercher un peu de nourriture. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Soit sur le chemin, alors que aujourd'hui Gaza, c'est une fournaise en plein été. Ils font plusieurs kilomètres, ils sont épuisés, ils arrivent à avoir un sac ou quelques kilos de nourriture et ils se font tuer, soit au moment de prendre leur sac, soit au retour. Donc la France, tous les pays occidentaux, mais tous les autres, hein, les pays arabes aussi, je dirais, doivent arrêter cette complaisance vis-à-vis d'Israël. Là, par exemple, la France, j'ai vu qu'il y avait une école qui avait été détruite, qui avait été financée par la France ou l'Europe au moins, en Cisjordanie, aujourd'hui ou hier.
mais aussitôt, il devrait y avoir Très bien. un communiqué et des mesures de rétorsion. Des mesures de rétorsion. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur François Leroux. Restez quand même avec nous parce que l'actualité, c'est aussi ce tête-à-tête ou cette rencontre entre les deux chefs d'État américains et russes, Vladimir Poutine et Donald Trump. Et comme on le voit donc à l'instant sur les images, l'avion qui a atterri quand même depuis un bon temps et que on attend d'un moment à l'autre la sortie du président Donald Trump, qui est accompagné d'une forte délégation. On attend que Donald Trump, donc, que l'ouverture de la porte, que donc le président américain sorte. Je voulais juste rappeler que accompagnera donc le président américain Marc Rubio, son secrétaire d'État, Scott Bessent, secrétaire au Trésor, Howard Lutnick, secrétaire du commerce, John Ratcliffe, directeur de la CIA. Il y a également Robert Gabriel, assistant du président américain, Caroline Lewitt, qui est attachée de presse. Nous avons Steve Witkoff, qui est envoyé spécial du président américain. Donc, c'est même son chef du protocole, Monica Crowley, et de son ministre ou secrétaire d'État à la Défense. Donc, c'est une histoire de minutes, d'instants, voire même un peu moins. Et on assistera donc à la sortie du président Donald Trump de son avion. Et on vient d'apprendre à l'instant que l'avion russe transportant et donc le président russe Vladimir Poutine vient d'arriver sur ou à l'aéroport de l'Alaska, selon les agences de presse qui donnent l'information. Donc finalement, cela veut dire que les deux présidents sont physiquement présents en Alaska aujourd'hui et qui se retrouveront en tête-à-tête à Anchorage, où ils pourront discuter D'ailleurs, on apprend que la rencontre Poutine-Trump ne sera pas un tête-à-tête comme cela a été apporté par les agences de presse. Il y a de cela, et ça fait 2 jours que cela circule, mais que la rencontre sera élargie à 3 membres face à 3 autres membres. Mais la dépêche, ou si vous voulez, l'information ne dit pas qui sera présent parmi ces 3 membres. Donc, on sait que l'avion russe vient d'atterrir sur le tarmac de l'Alaska. Et comme on vient de le voir, ce qui explique également, voilà l'avion du président russe qui tente de se positionner pour permettre ensuite la sortie de la délégation russe, ce qui explique, comme je le disais, le fait qu'il y a eu un peu d'attente du côté de l'avion américain avant sa sortie ou la sortie du président Trump. Le temps, certainement, que l'avion russe se positionne également et que peut-être cela se fera successivement. Comme je le disais, et je tiens à le rappeler, que contrairement à ce qui a été rapporté durant ces 2 jours, il n'y aura pas de tête-à-tête entre les 2 présidents directs et seuls, mais la rencontre sera élargie de part et d'autre à 3 membres de chaque parti et de chaque délégation, sans bien sûr avoir plus de détails de qui se composera, de qui seraient ces membres qui composeront, si vous voulez, ce groupe restreint de chaque pays. Voilà.
Je vous laisse donc avec ces images. Et je vous remercie de nous avoir prêté attention à l'échiquier international. Et bien sûr, l'information du jour, c'est la rencontre de l'Alaska entre Poutine et Trump. Je vous laisse avec ces images, bien sûr, et le reste de l'information qui continue sur Al 24 News avec la rédaction arabophone.